Max Armanet, merci, mais tu as le talent pour nous mettre dans des situations quelquefois embarrassantes, improvisées comme ça, sur le coup de pouce. Mais on est ravis quand même de participer à ce débat. Merci de vous retrouver ce matin. Je commencerai par une citation. Je ne sais pas si elle est appropriée, mais puisque j'ai un chef à côté de moi, peut-être il pourra soutenir le choix que j'ai fait. C'est d'un Américain qui est un écrivain, mais en même temps un agriculteur, et qui dit « Manger est un acte agricole et le processus productif finit quand nous mettons la nourriture dans notre assiette. » C'est intéressant de dire que nous mangeons parce que nous sommes dans un système productiviste même, etc. Puisque M. Dagan n'est pas avec nous, je prendrai sur son temps de parole quelques secondes, quelques minutes, pour faire une petite introduction et justement placer le débat dans la double tension qui est celle du bio, de l'alimentation, et qui est celle du circuit court, qui est celle de l'aménagement du territoire et de la productivité agricole. Donc, il est évident, et tout le monde le sait, c'est une banalité, que les flux d'alimentation des milieux urbains, et c'est surtout en milieu urbain, que ces flux-là sont importants, qu'ils sont inévitables, d'une certaine mesure, et que si l'on veut introduire un système soutenable, il faut repartir de la nourriture, c'est-à-dire de l'agriculture, et considérer tous les facteurs qui y sont liés. Il y a la production, la transformation, la distribution, la logistique, mais en y intégrant d'autres dimensions, par exemple la dimension environnementale et le contrôle des émissions de CO2 qui résultent du commerce international alimentaire de la production agricole qui parcourt quelquefois des milliers de kilomètres avant d'arriver sur notre table. Je pense en particulier, parce que vous pourriez y avoir travaillé, sur les asperges péruviennes que nous trouvons sur nos marchés européens. Ça fait quand même 15 000 kilomètres à bas mot. Il est donc nécessaire, dans cette perspective, d'encourager un comportement bio. Alors, il reste à définir ce qu'est un comportement bio, et je compte sur vous pour préciser ce qu'est un comportement bio, mais de créer un lien entre production et consommation et réaliser des alliances vertueuses parmi des réalités complémentaires. Le mot complémentaire voulant dire justement, c'est l'environnement, c'est la nourriture, c'est le circuit court, c'est le modèle économique des producteurs qui doit être réfléchi. Dans cette approche de l'alimentation comme processus transversal, il faut repenser, j'espère que le débat portera là-dessus, les systèmes agricoles et alimentaires et s'interroger sur les techniques de culture et d'élevage, c'est-à-dire les rapports entre production agricole et alimentation que l'on souhaite être bio. C'est interroger aussi sur le modèle économique du producteur au consommateur. Donc cela m'amène à poser à nos collègues, à nos amis, deux questions. La première question, c'est est-ce que le bio peut être un moteur de la transition sociale, d'une transition sociétale, en rétablissant le lien entre l'homme producteur et l'homme consommateur, et non pas une séparation entre la production et la consommation. Et on le voit un peu depuis ce matin, il y a une sorte de fracture, une césure entre la technicité médicale, par exemple, et la relation au client, la relation au patient, à travers le soin et à travers la numérisation. On l'a vu tout à l'heure sur l'éducation, les écrans servent d'intermédiaires entre l'éducation et la production du savoir. Est-ce que dans notre société d'alimentation aussi, n'y a-t-il pas un chiasme entre l'homme producteur et l'homme consommateur? Le deuxième élément, c'est dans cette transition, si elle existe, comment réduire l'écart entre le producteur et l'assiette, c'est-à-dire le circuit court. Donc voilà, il y a plusieurs éléments, plusieurs provocations à la réflexion que je vous livre. Et donc, je souhaite que pendant les 50 minutes que nous avons, nous allons pouvoir aborder ces questions et dialoguer à partir de ces prémices. Qui veut commencer? Allez-y. Donc bonjour à tous. Donc tout d'abord, moi je vais me présenter et puis surtout présenter l'association pour laquelle je travaille. Donc moi je suis Caroline Paris et je suis animatrice de l'association Bio-Normandie. Donc c'est une association qui fédère depuis plus de 25 ans maintenant les agriculteurs biologiques du territoire Normandie. Donc depuis 2017, on est une association qui avons fusionné avec la Haute-Normandie et on a deux missions principales.
La première, c'est l'accompagnement des producteurs qui font le choix de se convertir en agriculture biologique. Donc là, c'est essentiellement du conseil technique, notamment pour appréhender des nouveaux modes de production. Et on a aussi une seconde partie, et moi c'est plus sur cette seconde mission sur laquelle j'appartiens. Donc c'est la promotion de l'agriculture biologique sur le territoire, hein, mais aussi l'accompagnement des producteurs qui ont fait le choix de diversifier leur activité et qui sont tournés vers les circuits courts. Donc plutôt la vente en direct auprès du consommateur ou via des prescripteurs, donc des magasins spécialisés en restauration hors domicile qui appartient donc au circuit court. Puisque un circuit court, pour rappel, c'est un intermédiaire maximum entre producteur et le consommateur final. Donc pour répondre à votre question, à la première question, est-ce que l'agriculture biologique peut être un acteur social de ce changement? Nous, on le voit tous les jours au travers de nos missions, aux missions de l'association. Donc on a de plus en plus de sollicitations d'établissements scolaires, de particuliers qui veulent renouer avec leur mode d'achat et donc renouer avec la production, en tout cas les producteurs qui aujourd'hui travaillent en agriculture biologique. Aujourd'hui, on est 4 salariés, on était 2 salariés sur ce poste-là il y a encore quelques mois. Aujourd'hui, on est 4 sur le territoire normand et on n'est pas suffisamment. Donc on voit, nous, au niveau de l'association, en tout cas, un réel changement des habitudes de consommation de la part du consommateur, mais aussi au niveau des collectivités. D'ailleurs, on est bien soutenu par le conseil départemental. Excusez-moi. Pardonnez-moi, juste sur ce point-là, est-ce que vous êtes en train de nous dire que le bio est rare ? Le bio est rare. Le bio se développe. Il y a 10 ans encore, on était... aujourd'hui, je vais faire plutôt dans le sens inverse. Aujourd'hui, on a 1800 producteurs qui sont certifiés ou en conversion en agriculture biologique sur le territoire normand. Ils étaient moitié moins il y a 10 ans de ça. Donc on voit même au niveau de la production, un essor de la production biologique qui s'accroît d'année en année en tout cas. Et surtout parce qu'il y a une demande du consommateur. C'est-à-dire qu'il y a un soutien des distributeurs, un soutien des transformateurs, et que grâce à cela, et aussi des collectivités bien entendu, grâce à cela, donc forcément les producteurs sont moins timorés et ont moins de préjugés pour passer en agriculture biologique. Et on voit bien sur le terrain, dans nos campagnes, si un agriculteur sur un territoire où il y avait très peu de producteurs biologiques, il suffit d'un seul producteur qui passe en agriculture biologique pour voir les voisins, tenter le pas quelques années après. Là, on l'a vu sur certains territoires, notamment en Basse-Normandie, où on avait, il y a 10 ans, pas de producteurs bio, et là, 10 ans après, c'est un nombre qui se multiplie. Quelle est l'aide qu'apportent les collectivités territoriales, justement, au développement de la culture bio ? Alors, nous, bien sûr, de par nos actions, donc le Conseil régional de Normandie et les conseils départementaux nous soutiennent vivement dans nos activités et pour se faire prescripteurs auprès des producteurs, parce que les producteurs ont besoin de conseils. L'agriculture biologique, c'est un cahier des charges, donc on ne vient pas en agriculture comme ça du jour au lendemain. On a besoin donc de conseiller techniquement les producteurs, puisque c'est un mode de production qui est totalement différent, avec des règles. On a besoin de conseils techniques pour accompagner au mieux les producteurs et surtout pour permettre la pérennité de ce système de production. Madame Letellier, justement, vous êtes producteur bio. Comment vous réagissez Alors, moi, je suis productrice depuis 20 ans. Je suis en bio depuis 10 ans. Je produis en fait du cidre, du pommeau et du calvados à partir de vergers que j'ai. J'ai 20 hectares de vergers haute tige en pommes à cidre. Donc en fait, le choix, je l'ai fait il y a 10 ans effectivement, de me tourner vers une conduite biologique de mes vergers, sachant que je n'apposais pas non plus de produits chimiques depuis un certain temps, mais j'ai fait la démarche pour être référencée et puis agréée en bio.
Pour moi, c'était assez évident. Je l'ai fait par conviction personnelle, pas tellement en me disant je participe à une transition sociale, etc. Maintenant, on y vient petit à petit parce que finalement, il y a vraiment un intérêt important des gens pour la production biologique. C'est vrai que je pense que ça rapproche le producteur de sa terre, du choix qu'il veut, comment il veut la conduire, de ses produits et donc de sa façon d'en parler après aux consommateurs qui recherchent effectivement à connaître exactement qu'est-ce qu'il met dans son assiette et dans son verre. Donc effectivement, on est acteur de cette transition, de ce lien qui existe entre la terre, le producteur et le consommateur. Donc voilà, c'est comme ça que je participe. Après, je suis là parce que finalement, petit à petit, on prend un peu sa place, les gens viennent vous voir et puis en fait, voilà, on représente et puis je pense qu'on a une responsabilité du choix qu'on a fait. Et moi, j'y crois beaucoup. Je pense que c'est l'avenir. Parce que si on regarde un peu l'histoire à partir de l'après-guerre, on était dans une histoire un peu de pénurie. Donc on a été obligé effectivement d'accroître la production agricole et enfin de la production et parce qu'il fallait fournir en fait de l'alimentation et des biens alimentaires. Maintenant, je crois qu'on est en surproduction dans pas mal de choses. Qu'aujourd'hui, il faut peut-être plus penser à mieux produire, peut-être moins intensément, mais de meilleure qualité, localement, parce que je pense que c'est intéressant aussi, pas forcément de transporter des produits qui sont un peu identiques d'un côté de la France à un autre, ou même encore plus loin. Donc, je pense qu'on est plutôt dans une dynamique aujourd'hui de reconcentration vers ces territoires pour en parler davantage à ceux qui sont autour, qui puissent se fournir de bonnes choses, parce que alors en France en plus on a vraiment une qualité, c'est d'avoir des choses merveilleuses à manger dans toutes les parties de la France, et que c'est bien quand on voyage de manger autre chose que chez soi, mais voilà, donc ça fait aussi des différences. Et je pense qu'on est plus dans une période pour mieux produire que beaucoup produire. Voilà. Donc, et qu'il ne faut pas avoir peur de ne pas trouver ce qu'on a envie de cuisiner. Il faut cuisiner avec ce qu'on trouve. Voilà. Donc c'est déjà... Voilà. Et puis comme ça, on suit les saisons, on ne maîtrise pas tout, mais on se fait plus plaisir, je pense. Ouais. Est-ce qu'il y a assez de producteurs, pardonnez-moi, est-ce qu'il y a assez de producteurs bio dans ce territoire normandie? Alors, il y en a quand même, je trouve. Mais Madame l'a expliqué, oui. Oui, est-ce que c'est suffisant? Moi, il n'y en avait pas beaucoup quand j'ai commencé, effectivement. Autour de chez moi, à 3 km, j'en ai un autre. Bon, s'il y a des producteurs de pommes même qui ne vendent que des pommes et qui sont bio, non transformateurs, donc ça c'est bien, parce que c'est plutôt plus rare que effectivement en conventionnel, parce que effectivement, si on cherche que le rendement, on a du mal à passer en bio, mais si on veut effectivement, voilà, si on a un autre choix, je pense que voilà, il faut aussi accepter d'avoir des rendements un peu inférieurs à ce qu'on pourrait avoir en conventionnel, parce qu'on ne traite pas, quoi, ou uniquement avec des choses qui sont beaucoup plus naturelles, et donc c'est moins puissant, quoi. Mais bon. Alors, est-ce qu'il y en a assez? Il n'y en a peut-être jamais assez, on pourrait se dire, puisque voilà. Mais il y a une politique. Mais il y a beaucoup de. Il y a une politique de foncière. Est-ce que la région moi, je pense que la région aide beaucoup. Ah, voilà. Donc, après, il y a des aides qui sont données aux producteurs. Il y a eu un peu des problèmes de paiement, effectivement, parce que ça a mis beaucoup de temps, parce que voilà. Maintenant, il faut accepter que c'est pas forcément facile de tout régler en une minute et que ça va se faire, quoi. Mais
Je voulais juste dire que les maires des communes, de la communauté de communes, veulent tous acheter plus bio pour les écoles et qu'on n'y arrive pas. On n'a pas assez de production bio locale. Oui, je rejoins sentiment partagé, hein, effectivement, quand on veut s'approvisionner. Et dire que l'objectif que porte ma collègue Clotilde Dier en charge de l'agriculture, c'est qu'on s'est fixé 50% des productions d'ici 2020, qu'on a maintenu les aides aux agriculteurs qui s'orientent vers une production bio. Alors effectivement, c'est pas simple parce qu'on a subi, comme vous, les problèmes de logiciels qui sont quand même très difficiles. Donc on a mobilisé du personnel pour pouvoir décaisser. Mais on prend le virage parce qu'on a conscience que la Normandie a des terres formidables et que si collectivement on donne plus de chances pour développer le bio, on sera vraiment une région durable, encore plus dans les habitudes alimentaires. Avec des aides aux nouveaux agriculteurs ? Qui s'installent, oui. Ça a fait un bond de 110% les 3 dernières années. La consommation des crédits de la région Normandie à destination des producteurs qui souhaitent s'implanter ou se développer ou se reconvertir en bio. Et puis le programme Je mange normand dans mon lycée, on essaye d'être exemplaire. Aujourd'hui, on atteint 87% de produits normands dans les cantines que nous gérons, hein, c'est-à-dire les lycées. Alors c'est encore perfectible et dedans, plus on pourra faire rentrer le bio, mais effectivement à condition qu'on puisse s'approvisionner. C'est un travail de longue haleine, mais on a une volonté vraiment déterminée sur cette question du bio. Juste pour compléter, alors c'est vrai que sur le territoire de la Côte-Fleurie, c'est pas un territoire où il y a le plus de producteurs bio. Là, je vais vous confirmer. Après, pour la restauration collective, notre réseau, on a créé une coopérative d'agriculteurs biologiques intéressés par la restauration hors domicile. Donc ça s'appelle Interbio Normandie Service. Et donc c'est une plateforme c'est pas une plateforme physique, pas encore. Ça c'est un travail qui va être en cours là sur 2019. Mais c'est vrai que et donc les producteurs aujourd'hui c'est une coopérative de 60 producteurs et parmi ces producteurs certains peuvent venir livrer ici sur le territoire de la Côte-Fleurie. Encore faut-il qu'il y ait suffisamment de commandes, bien entendu, puisqu'un producteur il peut pas se déplacer pour quelques salades, ça c'est pas possible. Donc voilà, faut mettre aussi donc l'offre et la demande en corrélation. Mais à ce titre, en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, il existe cette structure-là qui peut vous accompagner. Mais notre première cheval de bataille, j'ai envie de dire, c'est d'installer plus, notamment sur le territoire de la Côte-Fleurie, sur le pays d'Auge, puisqu'on a vu quelques maraîchers arrêter prématurément leur activité parce que le maraîchage c'est difficile, c'est une activité qui est difficile et donc quand on arrive à la quarantaine on commence à avoir des problèmes de dos notamment donc voilà, ça peut être un frein mais en parallèle notamment avec le soutien de collectivités qui auraient peut-être à disposition quelques hectares de terre, ça permettrait d'installer d'autant plus de nouveaux maraîchers, de nouveaux agriculteurs. Et donc là, j'ai envie de dire, si vous êtes responsable d'une collectivité, nous, Association Bio Normandie, voilà, on vous tend la main, c'est-à-dire que nous, on a des personnes qui sont là, des élus, pour vous aider à vous accompagner au mieux dans votre demande. Finissons le processus. Le point final, c'est l'assiette. Chef. Bonjour à toutes et à tous. Joanne Thiriot, donc je suis le chef exécutif de l'hôtel Les Cures Marines à Trouville. Faut savoir que je suis à la tête d'un département qui fait à peu près 4 millions de chiffres d'affaires. Donc c'est de très gros volumes d'achat pour ma part. On a fait un choix parce qu'on est dans une triangulaire au sein de l'entreprise qui est d'abord la qualité, bien sûr, l'éco-responsabilité et la rentabilité comme toute entreprise. Et l'an dernier, donc ça fait tout juste un an maintenant, on a décidé de passer en tout bio sur nos fruits et légumes. Ça fait maintenant un an, je suis à peu près aux alentours de 80-90% de réussite. Il me reste encore un petit peu de chemin à parcourir, mais en tout cas on y avance. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, effectivement le bio en Normandie c'est pas simple. On n'est pas, vu les volumes d'achat que j'ai, je ne peux pas garantir un achat sur du local. Donc j'ai ciblé le 1912, le restaurant étoilé, qui est une petite pépite, où là je suis sur du circuit court. Mais pour le reste de mes achats, je suis obligé de passer par un intermédiaire. Et là, il se trouve que le bio en mode pro, en tout cas pour de gros volumes d'achat, c'était très compliqué il y a encore un an. Aujourd'hui, on voit que ça commence à avancer, la filière s'est organisée, on commence à pouvoir acheter en détail,
on est capable aujourd'hui de voir que les prix baissent. Alors c'est vrai que le bio est un petit peu plus cher, mais moi je suis la preuve vivante qu'on est capable de rentrer dans le bio, et on se rend compte que c'est 10% plus cher, mais c'est aussi 10% de plus de goût. Voilà, donc forcément dans l'assiette ça se ressent. Nous on a eu un parti pris, c'était ok, on dépense un petit peu plus d'argent sur nos achats, mais on essaie de réduire nos déchets, on essaie de revoir un peu notre façon de faire. Moi aujourd'hui quand je construis une assiette, je ne suis pas dans l'originalité et la créativité, je suis d'abord dans l'idée de me dire est-ce que je vais être capable d'utiliser 100% de la matière première. Et ben, du coup, grâce à ça, j'ai réussi à compenser ces 10% de valeur marchande supplémentaire. Donc du coup, j'ai réussi à équilibrer mes coûts. Donc le bio fonctionne, c'est vrai. Maintenant, c'est vrai que sur la région, peut-être il y aurait quelques petites choses à faire, à mettre en place. Je pense tout simplement ce que vous disiez vous, produire pour se nourrir et pas essayer de faire des surproductions pour être dans la rentabilité, et revoir peut-être les innovations vertes, mettre en place pourquoi pas des services d'acheminement passant du producteur au restaurateur et au consommateur. Et je pense qu'il y a toute chose est à faire aujourd'hui, mais je le vois, moi en un an ça a progressé à une vitesse phénoménale. Je suis assez optimiste, je pense que d'ici 5 ans, le groupe Accor, en tout cas dans lequel je fais partie, on est rentré dans un processus qui s'appelait Planète 21, ça avance beaucoup. Je pense que d'ici 5 ans, la totalité des hôtels du pôle luxe du groupe seront passés en bio. Donc on est vraiment moteur, en tout cas notre groupe est moteur, on essaie de se positionner internationalement sur ce dossier, et j'y crois beaucoup parce qu'il y a du monde derrière qui suit, et ça avance dans le bon sens. Oui. J'en conclus qu'il y a une demande de la part des consommateurs, des clients pour la cuisine bio. Alors, et qu'il y a une explication qui leur est faite, qui le tape. Alors, c'est une sorte de... J'allais dire une éducation, une information qui stimule le choix. Alors il y a une demande, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut revoir l'éducation du goût. Moi, je suis quelqu'un qui travaille avec la saisonnabilité des produits. Par exemple, dans un établissement comme le mien, donc on est à la fois une cuisine diététique, une cuisine beaucoup plus traditionnelle et gastronomique. Et souvent, le consommateur, par exemple, moi, la première tomate qui arrive au sein des cures marines, elle ne rentre pas aux cures marines avant le mois de juin, aux alentours de fin juin. Et c'est pas évident d'expliquer ça à nos clients, de dire que quand on mange une salade, là, en hiver, il n'y a pas de tomate à l'intérieur. Donc, il y a vraiment cette éducation du goût à reprendre. Mais là aussi, je suis assez optimiste parce que c'est un rôle de conseil. On est là pour conseiller, pour orienter, pour éduquer. Et on se rend compte, enfin je le vois, là on a la chance avec la mairie de Trouville, on a un partenariat où on intervient sur les écoles scolaires. Et je sens une vraie dynamique vis-à-vis de ces jeunes aujourd'hui. On commence à savoir qu'une tomate, ça se mange en été et pas forcément au mois de janvier, qu'on remplace la tomate en hiver par de l'endive, ce genre de choses. Et oui, ça commence à rentrer et les jeunes sont très réceptifs à ça. Donc moi je crois beaucoup en l'avenir de la production française. Voilà. Le circuit court, la saisonnalité des aliments, est-ce que ça ne porte pas un risque de réduire la variété des aliments sur les tables françaises qui sont habituées à manger aussi bien de péruvien que chinois, thaïlandais, etc. Là, oui, tout à fait. Je vais peut-être vous laisser la parole, mais c'est vrai que oui, quand en hiver, je crée une carte, effectivement, le panel des produits est très limité, mais c'est là où la créativité, l'originalité va faire qu'on arrive à compenser. Moi, je suis un collectionneur de poivres rares, de plantes aromatiques que je cultive dans nos serres, en bio, bien sûr. Et du coup, finalement, on arrive à amener du goût sur certains produits qui sont un peu limités. Un simple navet peut être extraordinaire quand il est travaillé intelligemment. Voilà. Créativité, technicité, c'est formidable. Moi, je veux juste reprendre comme exemple, et vous avez peut-être entendu parler, c'est un mouvement qui prend de l'ampleur d'année en année, c'est le mouvement des AMAP, la création d'associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Il en existe une cinquantaine de groupes aujourd'hui sur le territoire du Calvados, et c'est quelque chose au niveau Normandie, Haute-Normandie, Calvados, surtout un petit peu moins dans la Manche et l'Orne parce que ce sont des territoires ruraux, donc il y a un petit peu moins de groupes. Mais ça, quand on va à l'intérieur d'une AMAP, c'est toute cette vie qui circule. Et donc vous parliez donc de peut-être la monotomie donc des
des recettes. Mais il faut savoir qu'il y a énormément de recettes qui circulent, et notamment en AMAP, les AMAPiens, ils s'échangent des recettes entre eux. Donc ça permet de créer du lien aussi entre les différentes familles qui ne se connaissent pas forcément sur un territoire donné. Mais avec ne serait-ce qu'un légume, on peut faire des variétés de recettes, et je pense que vous êtes bien à même d'en parler, mais la monotonie, c'est vrai que par contre, janvier, février, il y a beaucoup de choux. Alors le chou, ça peut être quelque chose qui peut être un peu fatigant à un moment donné, mais avec les choux, on peut faire plein de choses. Il y a plein de variétés de choux. En tomates, il y a énormément de variétés de tomates en été. Alors c'est vrai qu'on se lasse moins de tomates que de choux. La revalorisation de variétés qui avaient disparu, qui étaient historiques, que l'on retrouve aujourd'hui. De variétés anciennes, de légumes, en effet. Des choses qu'on avait oubliées. Alors c'est pas forcément ce que préfère le consommateur, hein. Donc je préfère quand même être clair là-dessus. En tout cas en AMAP, on s'est aperçu qu'il y a quand même beaucoup de consommateurs, quand on leur remettait du topinambour 3 semaines de suite, ça commençait à faire beaucoup. Mais voilà, c'est... Mais en tout cas, il y a quand même une grande variété de légumes. C'est vrai que c'est la richesse aussi des maraîchers. C'est qu'un maraîcher lambda, il cultive une 60aine de légumes différents. Donc même en hiver, il y a quand même une grande variété de légumes, et ce qui évite en effet de se lasser facilement. Juste un dernier point, pour rebondir sur ce que vous dites, je pense que chaque saison a son histoire. En automne, c'est les champignons, en hiver, c'est les agrumes, en été, c'est les tomates, au printemps, c'est les légumes verts. Donc on est sur du primeur. Enfin, chaque saison a son histoire, et c'est ça qui est important aujourd'hui, de remettre ça sur le devant de la scène, de réexpliquer que un petit pois, elle se consomme au printemps, une tomate, elle se consomme en été, et pas autrement, quoi, tout simplement. Ce que je voulais dire, mais je pense qu'effectivement... il y a une contradiction dans la vie d'aujourd'hui, c'est que nous, on a des saisons, il y a des pays qui n'ont pas de saison. Et on a la chance d'avoir des saisons, je crois. Parce que c'est quand même les pays les plus, les moins extrêmes, les plus doux à vivre. Et c'est là où, finalement, et nous, en ce moment, on est en train de lisser tout ça et de ne plus reconnaître la saison dans notre assiette, en fait. Donc, je pense que c'est logique de revenir à ça et pour que les gens s'y retrouvent. Parce qu'en fait, quand il n'y a plus de saison, on est un peu perdu aussi, je pense. Donc voilà, je pense que peut-être c'est de l'inconscience tout ça, les gens ne s'en rendent pas compte. Mais quand on explique ça, je pense que c'est entendable. Et puis dans des changements, forcément, il y a des petits crissements. Et puis ça ne se passe pas en une génération. Il ne faut pas être pressé peut-être, mais le tout c'est d'y arriver et d'avoir des petits mieux et des petits mieux et des petits mieux. Et un jour, ce sera peut-être plus accepté, plus serein, et voilà, les gens seront peut-être plus heureux. Pratiquez-vous des techniques particulières pour justement dans vos vergers pour faire du bio total, à part le refus d'utiliser des pesticides? Y a-t-il d'autres techniques particulières? Simplement de garder la fertilité du sol. Comment vous gardez la fertilité du sol? Moi je ne mets rien sur mes pommiers ni sur mes pommes. Je mets de la fumure au sol uniquement, qui est une fumure organique et naturelle en fait, qui n'a pas du tout de produits synthétiques, pour reboosser la matière organique. Parce que mon point de vue est de me dire, si mon sol est bon, mon arbre grandira bien. Je veux pas être, je préfère être en préventif qu'en curatif. C'est-à-dire, je veux pas, enfin voilà, donc c'est un choix. Donc je traite pas du tout mes pommes ni mon pommier. Je verse rien dessus. Je ne mets que dans la nature, sur mes sols, une fois par an, de la fumure qui va participer à ce que la matière organique soit bien vivante et avoir un pH effectivement aussi adapté au pommier. Voilà. Est-ce qu'il est possible d'ajouter d'autres productions sur vos terrains de verger, ou est-ce que ça ne peut être que le fruitier peut être exclusif? Ne peut-il être qu'exclusif? Non, moi j'ai tout en haute tige, donc entre mes pommiers, j'ai beaucoup de place. Parce que je suis extensif, moi. Je suis extensif dans ma plantation et comme je ne traite pas beaucoup, je ne booste pas mes rendements. Mais alors évidemment, je pourrais planter entre les arbres, peut-être d'autres vergers. Après, ça complique peut-être un petit peu aussi l'entretien des vergers, parce qu'il faut broyer l'herbe, etc. quand même, pour entretenir sous le pommier. Puisque moi, je ne fais pas du désherbant chimique. Donc, voilà. Mais il y a des techniques, des broyeurs à ellipse, ça broie bien sous le pommier. Mettre des animaux.
j'ai 2 vergers clôturés avec des animaux. Voilà. Et voilà, c'est ça. C'est de la culture, c'est de l'agriculture et de l'élevage, Et de l'élevage, oui. qui est aussi bio. Alors, c'est-à-dire que les animaux sont sur des vergers bio, donc voilà. Après, l'animal en soi, je sais pas. Non, non, mais Chef, vous avez évoqué la réduction des déchets. Et vous avez certainement, vous aussi, des déchets. Donc, est-ce que vous arrivez à constituer une biomasse qui peut être réinvestie dans la production de chaleur, dans un vrai circuit court en termes énergétiques, en réutilisant tous les déchets de production agricole, les bois, etc. C'est possible? Alors justement, on est en train de réfléchir à développer ce système avec deux, trois intervenants extérieurs, en tout cas sur la région, où je serai en mesure de leur fournir beaucoup de matières organiques pour effectivement soit produire des biocarburants ou ce genre de choses. Voilà. Donc là, on n'y est pas encore, nous, à titre, on est encore sur le projet, mais ça devrait avancer. Là aussi, je pense que d'ici 1 ou 2 ans, on devrait être assez performant. Mais là, je pense qu'il y a un vrai travail à faire. Nous, on le voit, les restaurateurs de Trouville et d'Auville, on a énormément de déchets. On est vraiment dans une situation, je pense, un peu d'urgence pour qu'on puisse avancer à ce sujet. Ouais. alors nous, nos déchets, il y a une grosse partie qui est au moment de la récolte des pommes, puisqu'on presse, on râpe et on extrait le jus. Et donc, le marc de pommes secs qui reste et qu'on n'utilise pas. Non, on fait pas. Oh, c'est pas très alcoolisé, je suis pas sûre qu'on en tire vraiment un grand bénéfice, franchement. Et donc, ce marc de pommes finit dans une benne qui est emmenée par un voisin à 3 km parce qu'il a beaucoup de bovins et donc il les donne à ses animaux. Sinon, le reste finit dans les vergers, on le répand au printemps en fait. Voilà. Donc ça sert un peu de compost en fait. Voilà. Donc tout est recyclé en fait dans nos vergers ou pour les animaux. Voilà, nous aussi on a mis en place un compost, mais c'est vrai que encore une fois, aujourd'hui on ne sait pas tout recycler au sein des cures marines, et je pense que pour la plupart des établissements hôteliers c'est la même chose. Et moi je pense que l'avenir est là. Pour moi il y a d'abord le transport vert et le retraitement des déchets alimentaires ou pas. Et c'est vrai que je pense que le gros point important aujourd'hui il est là. Si on arrive à développer ça, quand une entreprise comme la nôtre fait 4 millions de chiffres d'affaires, vous imaginez que derrière il y a du déchet. Donc l'enjeu pour moi il est là aujourd'hui. Non, mais le traitement des effluents dans toute entreprise aujourd'hui c'est vraiment très très important. C'est vrai que c'est très bien, très important. Difficile à trouver de temps en temps les bonnes solutions d'ailleurs. Oui, docteur, oui, vous avez un tout petit peu plus fort. Mais c'est vrai que c'est une vraie question. Hein. Moi, je l'ai posée au sein de l'INAO pour les appellations contrôlées et protégées, qui sont aujourd'hui statuées sur un certain environnement et qui demain vont être obligés de bouger leurs lignes pour agréer des produits qui sont faits en Normandie, parce qu'on ne va pas forcément les faire de la même manière, ou la culture sera peut-être un peu différente.
Effectivement, bon, moi dans mon métier déjà, je fais déjà des adaptations en fonction du climat. C'est-à-dire que mes cidres qui ont besoin de froid pour les fermentations, pour qu'elles soient lentes et que je puisse les maîtriser quand même, hier, je pouvais ouvrir mes portes assez tôt dans les saisons pour refroidir. Aujourd'hui, j'ai un groupe de froid. Donc, c'est vrai qu'on est obligé de s'adapter. Hier, quand on ramassait en octobre, il faisait déjà vraiment froid. On finissait presque, il y avait de la neige. Aujourd'hui, on est sur des périodes chaudes, on déjeune dehors tous les jours jusqu'à mi-novembre. Donc, forcément, on a des fermentations qui ne sont pas identiques. Alors, ça déstabilise le produit. Et effectivement, on a plus tendance à se dire, je vais faciliter mon travail en mettant beaucoup de sulfite, en gazéifiant mon cidre. Voilà, enfin, je parle vraiment de mon métier. Hein. Donc, l'enjeu aujourd'hui, effectivement, c'est de se dire comment est-ce que je peux continuer à produire ce que je fais aujourd'hui de manière naturelle sans que ça change les choses. Voilà. Donc, on fait des études là-dessus pour savoir comment on peut s'adapter sans que ça change la qualité de notre produit. Mais peut-être que demain, il y aura du vin. Moi, juste un mot pour aller dans votre sens, et là je parle vis-à-vis de mon groupe hôtelier. Moi je dis toujours que tout seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Et par rapport à ce que vous disiez, moi qui suis très sensible à l'écologie, si je suis rentré dans un groupe hôtelier comme Accor, c'était justement pour être moteur à ce niveau-là. Et je vois que ça suit, il y a d'autres personnes autour de nous. Je pense que si les grands groupes se mettent à réfléchir à l'avenir de l'écologie, on est capable d'aller vers quelque chose de sain. Je suis très optimiste en tout cas moi pour l'avenir. Voilà.